Effectivement, je vais vous présenter un exemple de ce que peut être le suivi à l'échelle régionale à l'aide du crowdsourcing. C'est des travaux qui ont été présentés dans un article scientifique que vous pouvez retrouver en ligne si ça vous intéresse. Et j'ai ici aussi le nom de tous les collègues qui ont contribué à ces travaux-là. Donc ce que je vais vous présenter, c'est en fait une version simplifiée de cet article-là. Donc ce qu'on veut faire, c'est suivre l'état hydrique de la vigne à l'échelle régionale. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est l'état hydrique de la vigne, parce qu'on va beaucoup en parler dans cette présentation, c'est une grandeur qui caractérise l'état de la vigne vis-à-vis de la ressource en eau et qui permet de définir si elle a une contrainte hydrique qui est faible ou qui est forte. On sait que le suivi de l'état hydrique est un enjeu fort à l'échelle parcellaire, puisque l'état hydrique va avoir des impacts sur la croissance végétative, sur le rendement et également sur la qualité de la vendange. Donc c'est un enjeu fort à l'échelle parcellaire, mais c'est aussi un enjeu fort à l'échelle régionale, puisqu'il a été montré que c'est un des déterminants majeurs de l'effet terroir et donc de la typicité des vins. C'est aussi un enjeu important de suivre l'état hydrique de la vigne à l'échelle territoriale quand on veut gérer collectivement une ressource comme la ressource en eau et quand on veut définir des politiques d'aménagement. Donc c'est un enjeu fort à l'échelle parcellaire, mais aussi à l'échelle régionale. Et malheureusement, il existe assez peu d'outils qui sont disponibles pour suivre cette grandeur à l'échelle régionale. Il en existe en fait deux que vous connaissez puisqu'ils viennent de nous être présentés. D'une part, la modélisation avec les modèles mécanistes et d'autre part, la télédétection. Les limites de ces approches, c'est qu'elles ne sont pas basées sur des mesures réelles sur la plante et donc qu'elles nécessitent de faire des hypothèses fortes qui peuvent porter préjudice à la prise de décision. Et c'est là que le crowdsourcing arrive parce que ça peut présenter une opportunité pour la collecte d'observations sur la plante à l'échelle régionale. Donc, qu'est-ce que c'est le crowdsourcing, Pierre? Brabant, en 2008, le définissait comme ça. Il disait que le crowdsourcing, c'est le fait de réaliser une tâche qui est complexe. Donc, dans notre cas, collecter des observations sur la plante à l'échelle régionale, c'est une tâche particulièrement complexe, qu'on va réaliser en s'appuyant sur une communauté de contributeurs. Donc, dans notre cas, ça va être des viticulteurs ou des conseillers viticoles, qui, eux, vont réaliser des tâches unitaires simples. Donc, les tâches unitaires simples, c'est le fait de collecter des observations à l'échelle de la parcelle. Et donc, si on veut une définition un peu plus franco-française de ce qu'est le crowdsourcing, on pourrait définir ça comme la collecte collaborative d'observations spatialisées. On fait le parallèle tout à l'heure avec Pascal qui disait que grâce à un modèle, on simplifiait la réalité, on simplifiait une complexité. Là, l'idée, c'est peut-être de contourner une simplification potentiellement excessive de cette complexité en mobilisant des acteurs individuels qui chacun font une tâche simple, comme tu viens de l'expliquer. Exactement. On s'attaque à la complexité de manière collective et on met en commun notre force. Donc pour la suite de la présentation, je vais rester sur le terme crowdsourcing qui est plus rapide que collecte collaborative d'observation spatialisée. Donc dans le papier que je vais vous présenter là, on s'est posé cette question, quel est le potentiel de ces observations de crowdsourcing pour suivre l'état hydrique de la vigne à l'échelle régionale? Donc pour ça, on a choisi une zone d'étude, en l'occurrence deux zones d'étude, pour avoir deux définitions de ce qu'était l'échelle régionale. Donc une grande région qui regroupe 9 départements qui vont des Pyrénées-Orientaux jusqu'à la Drôme et jusqu'au Var, et une petite région qui englobe les vignobles des Costières de Nîmes et des Côtes du Rhône. Donc c'est des régions dans lesquelles il y a beaucoup de vignes. Je pense que vous le savez. Ici, j'ai représenté les vignobles avec une appellation d'origine contrôlée. Donc on reconnaît les vignobles du Roussillon, du Languedoc, de la Côte du Rhône, de Provence. Donc c'est dans ces deux régions-là des régions qui sont très viticoles. Et c'est des régions qui ont un climat méditerranéen. Gilles l'a évoqué un petit peu. Ici, pour représenter ce climat méditerranéen avec des forts déficits hydriques et des déficits hydriques qui sont structurels, présenter un petit indicateur qui nous a été présenté par Gilles tout à l'heure, qui correspond au bilan hydrique climatique, les précipitations moins l'évapotranspiration potentielle, donc les entrées moins les sorties. Et on voit qu'il y a des déficits, donc ça c'est entre le 1er janvier et le 31 août, il y a des déficits qui sont forts et qui sont récurrents. Donc ça, c'est en 2019, en 2020 et en 2021. Donc on a des régions avec beaucoup de vignobles, des forts enjeux autour de l'eau. Donc l'enjeu de suivi de l'état hydrique est un enjeu important sur ces régions-là.
Comment est-ce qu'on a fait pour collecter des observations par crowdsourcing? Pour ça, on s'est appuyé sur un projet qui s'appelle le projet Apex Vigne, qui est basé sur une application mobile qui s'appelle elle aussi Apex Vigne, que vous pouvez télécharger gratuitement sur vos téléphones iOS et Android, et qui, elle, s'appuie sur une méthode d'observation toute simple, qui est la méthode des Apex, qui vise à estimer la contrainte hydrique en mesurant la croissance végétative de la vigne. Donc la méthode, elle est simple, on mesure 50 apex. Les apex, c'est l'extrémité des rameaux de la vigne. Et chaque apex, on lui donne une note. C'est-à-dire qu'on définit est-ce qu'il est en pleine croissance. Dans ce cas, je lui donne une note de 1. Est-ce qu'il est en croissance ralentie 0,5 ou en arrêt de croissance, une note de 0. Avec des photos qui aident à qualifier justement dans quelle catégorie l'apex que j'observe rentre. Exactement. Voilà. En fait, c'est assez rapide. Quand on a l'habitude de faire ce type d'observation, là, avec une explication de 5 minutes, on est capable de faire une observation d'apex toutes les 5 secondes, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est relativement simple. Quand on calcule on calcule la moyenne des 50 apex, on obtient un indice qui s'appelle IC Apex, qui varie entre 1, tous les apex sont en pleine croissance, donc il n'y a pas de contrainte hydrique, et 0, tous mes apex sont en croissance arrêtée, et donc potentiellement on est en contrainte hydrique. Donc il a été montré qu'on pouvait relier cet indice de croissance d'apex, facile à mesurer, à des classes de contrainte hydrique. Voilà. Et donc là-dessus, on joue en fait sur des motivations égoïstes des utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs, ils vont contribuer à ce projet collectif parce qu'ils ont un intérêt individuel. L'intérêt individuel, c'est d'estimer rapidement le niveau de contrainte hydrique à l'échelle de ma parcelle si je suis viticulteur. Et nous, en fait, comment on fait pour faire du crowdsourcing, c'est qu'on utilise des observations géoréférencées à l'aide des smartphones, qu'on récupère, qu'on synchronise sur une base de données centralisée. Et donc les résultats que je vais vous présenter ici, c'est les observations qui ont été collectées par les viticulteurs, les conseillers viticoles et centralisées sur cette base de données. Je reviens sur la motivation égoïste, c'est-à-dire que le viticulteur ou le technicien qui réalise des observations sur sa parcelle, il a tout de suite un résultat individuel qui lui aussi est proposé. Exactement. Et tu insistes sur le fait que c'est un facteur clé de succès d'une contribution à un intérêt qui, lui, est plus collectif. Oui, même je dirais c'est la raison principale, voire unique, pour laquelle les personnes utilisent l'application Apex Vigne. D'ailleurs, là, je vous parle de Apex Vigne comme un projet de crowdsourcing. Quand on en parle à des viticulteurs ou à des conseillers de chambre d'agriculture, on en parle comme un outil d'aide à la décision à l'échelle, un outil de diagnostic à l'échelle parcellaire, en fait. Donc, c'est pour cette raison-là qui contribue. Je reviendrai sur les motivations en conclusion. Donc voilà comment on a fait pour collecter des observations de crowdsourcing. Qu'est-ce qu'on obtient en termes de participation? Alors, en 2019, il y a environ sur la grande région que je vous ai présentée tout à l'heure, il y a environ 1800 observations qui ont été collectées, à peu près un petit peu plus en 2020, moins en 2021 qui était une année sur laquelle il y a eu moins de 2021 dans lequel il y a eu moins de contraintes hydriques, et cette année en 2022, voilà, on a eu beaucoup plus d'observations qui ont été collectées en lien aussi avec la sécheresse qui a été évoquée par Gilles en introduction. J'ai failli te poser une question bête en te disant 1849 sur combien? Mais en fait, le principe même du crowdsourcing, c'est que tu mets à disposition et plus il y en a, mieux il y en a. Ouais. Il n'y a pas des populations et d'échantillons cibles a priori définis? Notre marché, entre guillemets, c'est l'ensemble des viticulteurs de la région, quoi. Ouais. Et qui, eux, pourraient faire un suivi hebdomadaire sur leur vignoble pendant les 2 mois. Donc voilà, chacun d'entre eux pourrait faire 8 observations par parcelle. Donc voilà. C'est 4000 sur beaucoup. La conclusion qu'on tire de ces premiers chiffres-là, c'est que globalement, ça a marché, ça marche de mieux en mieux. Les viticulteurs et les conseillers viticoles ont participé, ou en tout cas ont utilisé l'application Apex Vigne. Une fois qu'on a dit ça, on a envie de voir où est-ce qu'elles ont été collectées ces observations. C'est ce que je vous montre ici. Donc là, je vous représente la grande région avec des couleurs différentes en fonction des dates à laquelle ont été collectées les observations, enfin des saisons sur lesquelles elles ont été collectées. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des observations collectées dans la plupart des vignobles. Donc on retrouve le vignoble du Roussillon, du Languedoc, la vallée du Rhône, la Provence. On a une densité d'observation qui est plus forte au sud, qui correspond à une zone dans laquelle il y a plus de vignobles, donc ça tombe bien, qui correspond aussi à une zone dans laquelle il y a des enjeux autour de la contrainte hydrique qui sont plus forts. Et puis voilà, si on fait un zoom dans certaines régions, on voit des choses intéressantes comme celle-ci, avec des densités d'observation qui sont localement beaucoup plus fortes. Donc par exemple, dans la région de Bandol, j'ai présenté deux zones d'AOC, avec beaucoup d'observations sur une zone d'AOC et la zone d'AOC voisine, très peu d'observations. Ça, c'est dû à
enfin, l'hypothèse que je fais, c'est que c'est dû à la dynamique locale qui a été mise en place par le syndicat, soit avec une collecte, soit par les techniciens du syndicat, soit une animation qui a fait que les agriculteurs adhérents de ce syndicat ont beaucoup collecté d'observations. Une fois qu'on a vu cette carte où étaient positionnées les observations, on a envie de faire une carte à l'échelle de la grande région. Donc c'est ce que je vais vous présenter ici. Une carte à l'échelle de la grande région, elle ne fait sens que si on choisit une date. Et donc là, je vous présente un exemple d'une date, entre guillemets, enfin d'une semaine sur laquelle on a, de mi-juillet 2020, sur laquelle il y a 250 observations qui ont été collectées au cours de cette semaine. Et ce qu'on observe, c'est que 82% de la variance, elle est organisée dans l'espace. Ça parle peut-être pas totalement, mais ça veut dire que le bruit dans les données est relativement faible, et donc que ça fait sens de vouloir cartographier ces observations. Dit autrement, ça veut dire que les écarts d'état hydrique qu'on peut observer, ils sont plus liés à des écarts géographiques qu'à des écarts temporels. C'est ça qu'on peut dire autrement ? Ce qu'on peut dire, c'est que des observations qui sont proches dans l'espace, elles sont plus proches en termes d'indice de croissance d'APEX que des observations qui sont loin dans l'espace. C'est ça. Et à l'inverse, là, tu es entre le 13 et le 19 juillet, et grosso modo, on est sur une population de données relativement homogène pour une même zone. Oui, alors c'est une hypothèse que j'ai faite. J'ai choisi un pad temporel qui est le pad d'une semaine, parce que globalement les observations d'APEX sont faites de manière hebdomadaire. Hypothèse qui peut être discutée, hein, mais... Et voilà ce qu'on obtient quand on fait une carte à l'échelle régionale. L'intérêt, enfin, on voit quand même des secteurs avec des indices de croissance d'APEX qui sont différents, qui correspondent en fait à des dynamiques de croissance végétative qui sont différentes, et qui en fait peuvent être expliquées par des réponses des niveaux de contraintes hydriques qui vont être différents. Puis ce qui est aussi intéressant de noter sur une carte telle qu'on l'a produite, c'est que les motifs spatiaux qu'on observe ici, ils correspondent aux cartes que je vous ai présentées tout à l'heure sur le bilan hydrique climatique. Donc la conclusion qu'on tire de ça, c'est que la carte qu'on peut produire à partir d'informations de crowdsourcing est intéressante et est une source d'information à l'échelle du territoire. Si on essaie de descendre à l'échelle de la petite région, qu'on fait la même chose que ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur la même semaine, on voit que la part de la variance organisée dans l'espace, elle est plus faible, hein, à peu près la moitié. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'information dans les données, mais il y a une part de bruit qui est plus importante. Ça fait quand même sens de la cartographier, c'est ce que j'ai fait ici, ce que je vous représente ici. Ça permet d'identifier des tendances générales à l'échelle d'une ou deux appellations dans ce cas-là, avec ici un gradient nord-est-sud-ouest. Ce qui est intéressant de noter, c'est des différences significatives d'indice de croissance d'APEX entre des voisins. Donc, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, Pierre, des observations qui sont proches dans l'espace ont des valeurs d'indice de croissance d'APEX qui sont différentes. Donc ça, c'est surprenant. Et ça donne envie de comprendre à quoi ça peut être dû. Alors, ces données-là permettent pas de répondre à cette question. Les hypothèses qu'on peut formuler, c'est que ça peut être dû soit à une observation aberrante, peut-être, mais ça peut aussi être dû à des spécificités des parcelles qui sont étudiées en termes de cépage, de densité de plantation, d'orientation, de pratiques culturelles. Voire de modalités de gestion du statut hydrique, enherbement par enherbement. Irrigation par irrigation. Irrigation par irrigation. Ouais, tout à fait. Exactement. Voilà, à cette échelle-là, une analyse plus approfondie est compliquée parce que le rapport signal sur bruit est moins favorable en tout cas qu'à une échelle spatiale plus large. Voilà pour conclure sur la possibilité des observations de crowdsourcing, enfin de collecter des observations de crowdsourcing en viticulture. Ces résultats nous montrent que la motivation égoïste qu'on avait choisie initialement, elle est appropriée puisqu'elle a fait qu'on a réussi à collecter des observations. On pense qu'on pourrait activer d'autres leviers, notamment des motivations altruistes, c'est-à-dire je contribue pour répondre aux besoins d'un autre, pour faire plaisir à un autre. Est-ce qu'on comprend, c'est qu'elles sont pas antinomiques en plus ? Pas du tout. Au contraire ? Non, pas du tout. Et il existe d'autres types de motivation collectiviste, c'est-à-dire que je contribue parce que j'appartiens à un collectif. Les motivations altruistes et collectivistes, c'est des motivations qui sont très souvent activées dans d'autres projets de crowdsourcing, plutôt sur le suivi de la biodiversité, par exemple, qui sont des projets qui sont beaucoup plus avancés que ce qu'on a en agriculture. Et ces leviers sont très souvent activés. Ils le sont
pas en agriculture, ou en tout cas, je connais très peu de projets qui, à ma connaissance, actifs ces leviers-là. Et je pense que c'est un moyen d'aller chercher plus d'observations de crowdsourcing. La façon dont on va activer ces leviers, par contre, elle va varier en fonction des échelles. On n'a pas forcément le même sentiment d'appartenance quand on réfléchit à l'échelle d'un syndicat, quand on réfléchit à l'échelle de l'arc méditerranéen français. Et donc, c'est pas les mêmes acteurs et c'est pas les mêmes leviers qui vont activer ces motivations. Si on regarde les conclusions sur la capacité des observations de crowdsourcing à décrire l'état hydrique de la vigne à l'échelle régionale, donc les observations, enfin ces résultats ont permis de montrer que les observations de crowdsourcing permettaient de caractériser les tendances sur l'arrêt de croissance à l'échelle régionale, en tout cas à la grande échelle, la grande échelle que je vous ai présentée. Donc c'est une source d'information qui est intéressante. Par contre, il y a quand même un enjeu de développer des approches pour identifier les observations qui sont aberrantes ou les observations qui sont surprenantes, avec le cas que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un des enjeux quand on collecte des observations comme celle-ci. Voilà, pour terminer et puis pour reboucler avec ce qui a été dit ce matin, la question qu'on se pose quand on voit quand on se dit ok, le crowdsourcing c'est une source d'information intéressante à l'échelle régionale, quelle complémentarité avec les autres sources d'information qui nous ont été présentées ce matin, avec la télédétection qui a l'avantage parmi tant d'autres d'avoir une exhaustivité spatiale mais qui est peu spécifique, c'est-à-dire que une variation dans le signal n'est pas nécessairement due à une variation dans l'objet qu'on cherche à étudier, ici la contrainte hydrique par exemple. La modélisation qui permet, elle, de comprendre le fonctionnement agronomique, mais qui a des besoins d'étalonnage qui peuvent être forts. Et le crowdsourcing qui, lui, va pouvoir apporter des mesures sur la plante à l'échelle régionale qui sont complémentaires des approches de télédétection et de modélisation, mais avec des enjeux sur la qualité, c'est-à-dire des observations aberrantes ou surprenantes, mais aussi sur la distribution spatiale. C'est-à-dire que dans le crowdsourcing, c'est les opérateurs qui décident où et quand ils vont faire des observations. Et donc, on peut avoir une exhaustivité spatiale ou temporelle qui n'est pas idéale. Voilà. Donc, il y a des leviers pour activer tout ça, mais je pense qu'il y a des complémentarités à trouver entre les différentes approches. Au sein de l'UMR dans laquelle je travaille, on travaille déjà sur des complémentarités entre télédétection et crowdsourcing. Puis, on a un doctorant actuellement qui s'appelle Yulin Zhang, qui travaille sur complémentarité entre modélisation et crowdsourcing, qui essaie d'explorer est-ce qu'on peut inverser des modèles de bilan hydrique à partir de données de crowdsourcing, les données que je viens de vous présenter aujourd'hui. Voilà, avant de rendre la parole, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette étude, en particulier les viticulteurs et les conseillers qui ont saisi des observations avec l'application Apex Vigne. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, Léo. Ça suscite pas mal de questions. Quelques questions d'ordre technique. La température ne semble pas prise en compte. On est vraiment sur une observation, on va dire toutes choses égales par ailleurs. On regarde l'APEX et tu fais une corrélation entre l'APEX et le statut hydrique. Oui. Alors même que le froid, nous dit le participant, peut induire une croissance lente sans pour autant que la vigne soit en stress hydrique. Est-ce que c'est par la masse qu'on limite ce problème ou est-ce que c'est fait partie des biais qu'on intègre ou pas? Ouais. Alors effectivement, je trouve cette question elle est intéressante parce qu'elle parle de la spécificité de la méthode des APEX. Est-ce que un arrêt de croissance est nécessairement dû à une contrainte hydrique? Ça peut être dû à d'autres choses. Alors le froid, les maladies, les pratiques culturelles, par exemple un essimage ou un rognage, ça coupe les APEX, ça les diminue. Donc on fait une hypothèse forte qui marche bien en région méditerranéenne, qui est que le facteur limitant principal de la croissance, c'est la contrainte hydrique. Mais cette hypothèse, elle est forte pour pouvoir relier croissance végétative et contrainte hydrique. En contexte méditerranéen, ça marche bien. C'est pour ça que je vous avais présenté les résultats. Il y a aussi des gens qui utilisent l'application Apex Vigne en contexte bordelais, il y en a qui se mettent à l'utiliser au Pays de la Loire, en Champagne aussi. Là, ça pose d'autres questions sur l'amélioration de la méthode, mais oui, effectivement, on fait une hypothèse. Justement, une question sur la duplicabilité de la méthode dans d'autres vignobles. Tu viens d'expliquer là qu'il y avait un frein, on va dire peut-être technique agronomique, parce que voilà, la méthode des APEX semble plus performante pour en tout cas la corrélation avec le statut hydrique dans les zones méditerranéennes. Quid dans la région bordelaise, t'as dit voilà, ça se discute peut-être plus. Et puis surtout, il y a un enjeu de remobiliser
une communauté à chaque fois, de façon à ce que les données soient effectivement collectées. Oui. On peut pas dupliquer les données que tu as utilisées. Enfin, ça n'a pas de sens. Les données que tu as collectées en région méditerranéenne, de les dupliquer pour la région bordelaise, a priori, ça ne fait pas beaucoup sens. Alors, pour être sûr de bien comprendre ta question, c'est comment est-ce qu'on fait pour mobiliser Mais surtout, c'est localement que tu as besoin à chaque fois de remobiliser une communauté Ouais. pour collecter de la donnée, Oui, tout simplement. tout à fait. Alors, je ne l'ai pas mentionné ici, mais à mon avis, un des gros facteurs de succès de cette application sur l'arc méditerranéen français, c'est que cette application mobile, on l'a développée avec l'Institut français de la vigne et du vin, et en particulier Jean-Christophe Payan, qui est un ingénieur agronome à l'Institut français de la vigne et du vin, et qui, lui, sillonne l'arc méditerranéen français pour parler de contraintes hydriques. Et chaque fois qu'il parle de contraintes hydriques, il parle de l'application Apex Vigne. Et donc, les gens ont confiance en Jean-Christophe et ils ont confiance en C'est l'application un Apex. prescripteur, influenceur, on va dire, Exactement. pour prendre des termes issus du web. Exactement. Et donc, aller sur un autre territoire, il n'y a pas ce prescripteur-là, donc il faut en trouver d'autres, il faut mettre en place d'autres dynamiques. Et ça va être spécifique au territoire. Par exemple, en ce moment, en Champagne, il y a le comité interprofessionnel des vins de Champagne qui est en train de tester cette application-là. Si eux, demain, ils décident de la mettre en place, c'est des très gros prescripteurs sur le vignoble champenois, et donc on peut imaginer que ça se diffusera rapidement. Dernière autre question autour de l'accessibilité des données individuelles et des résultats associés. Est-ce que c'est rendu public et comment est gérée la base de données qui est ainsi constituée? J'imagine qu'il y a des aspects RGPD, d'anonymisation et autres à respecter. Et est-ce qu'il y a un contrôle particulier dans la diffusion ou l'accès à ces données? Alors, les utilisateurs, donc là, si aujourd'hui vous téléchargez l'application Apex Vigne, vous allez pouvoir avoir accès simplement à vos données. Vous pouvez télécharger simplement vos données, vous ne voyez pas les données des autres. Et quand vous cliquez sur OK, j'accepte les conditions que personne ne lit jamais, vous dites j'accepte pour que les observations que je collecte soient utilisées dans le cadre de projets de recherche. Donc aujourd'hui, on en est là. Les données que je vous ai présentées ne sont utilisées que dans des projets de recherche. On est en train de réfléchir à mettre à disposition des cartes comme celles qui sont là à droite à l'échelle régionale. Ce qui est certain, c'est qu'on ne mettra jamais à disposition les observations individuelles. Par contre, une information cartographique interpolée comme les cartes que je vous ai présentées, ça c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir et qu'on devrait mettre en place certainement là, sur l'année 2023. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Léo, on peut encore l'applaudir pour cette intervention.